continuer dans la même direction et lancez pas plein de perches dans tous les sens. Et en fait, à force de continuer, il y a des hauts, il y a des bas, mais à chaque fois, il y a des nouvelles choses qui arrivent, des nouveaux challenges qui sont passionnants. Bienvenue sur Tribu Indé, le podcast des freelances et des créateurs de contenu. Je m'appelle Alexis Minkela, je suis copywriter en freelance et cette semaine, je suis ravi de vous partager ma discussion avec Louis Fouché. Alors Louis, c'est un créateur vidéo et surtout un bel entrepreneur. Il y a 3 ans, il a créé sa propre boîte d'audiovisuel Grain, où il produit des vidéos pour des marques. Et très vite après ce lancement, il crée sa chaîne YouTube du même nom pour apprendre aux gens à faire de meilleures vidéos. Tout récemment, il a ouvert les portes de l'école Grain pour ajouter un volet formation à son activité. Et j'avoue être impressionné par la qualité de ce qu'il continue de proposer depuis 3 ans. Je suis donc plus que ravi d'avoir pu échanger avec lui. Alors avant ça, il est passé par plein d'expériences, de la pub à la communication grand groupe en passant par une activité de conseil et il vous en parlera mieux que moi. Mais ce que je trouve intéressant, c'est le fil conducteur de toutes ces expériences parce que chacune d'entre elles lui a permis de rajouter une nouvelle compétence et de nouvelles connaissances pour passer au niveau d'après. Louis pense long terme et pour les habitués du podcast, vous savez que ça me plaît. Être indépendant, c'est être professionnel et Louis l'incarne très bien dans tous les bons conseils qu'il m'a partagés. On est donc revenu sur plein de choses. D'abord son démarrage pro avec une approche très marketing dès le départ. Comment est-ce qu'il réussit à intégrer une belle agence de pub alors qu'il est encore étudiant? Comment est-ce qu'il réussit à se créer les bonnes opportunités pour passer d'une expérience à une autre? Et puis comment gère-t-il sa transition entre le monde grand groupe et puis le monde de l'indépendance? On s'est aussi intéressé à son positionnement en tant que mini-agence de créa vidéo et on a parlé de spécialisation et du danger de se spécialiser trop vite. YouTube a également été un gros accélérateur pour lui, tant sur le plan business que pour réunir une communauté de passionnés autour de la vidéo. Alors comment s'est-il lancé sur YouTube? Et surtout, quelle posture prend-on lorsqu'on crée du contenu sans être un expert? Et puis on a terminé par parler de l'école Grain. Comment est-ce qu'il réussit un lancement à plus de 150 000 €? Et on a décortiqué ensemble tout son process et son approche de la formation. Bref, on a balayé beaucoup de sujets, tous plus intéressants les uns que les autres. Il y a vraiment matière à prendre des notes. Je vous conseille de prendre un petit carnet et un stylo. Une dernière chose avant de vous laisser avec notre discussion, vous pouvez vous abonner à la newsletter Tribu Indé. Promis, ce n'est pas un copier-coller de l'épisode, mais bien une ressource à part entière. À chacune des éditions, je vous partage mes réflexions sur le freelancing et surtout, je vous partage mes ressources qui m'ont marqué d'une semaine à l'autre. Alors, ne vous attendez pas à un micro-contenu. Ici, vous aurez accès à un contenu dense chaque semaine pour vous permettre de progresser et de vous questionner sur votre activité. Et j'ai d'ailleurs glissé un petit cadeau dans le premier email. Pour s'abonner, c'est très simple, tribuindé.com. J'arrête là et je vous laisse avec notre discussion. Très bonne écoute. Salut Louis. Salut Alexis. Eh ben écoute, ravi de t'avoir enfin sur le podcast Tribu Indé. Je suis super content de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Moi aussi, je suis très content que tu m'accueilles dans ton podcast. Alors, tu t'appelles Louis, t'es réalisateur, t'es vidéaste, t'as aussi créé l'agence Grain, qui est du coup une agence de production vidéo. Et Grain, c'est aussi le nom de ta chaîne YouTube et maintenant d'une école aussi en ligne pour apprendre à faire des vidéos plus qualitatives et se lancer en indépendant. Est-ce que j'ai tout bon? Est-ce que j'ai oublié des choses dans cette petite présentation? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Alors, je me définis plus comme un créateur de vidéos et un entrepreneur qu'un réalisateur au sens classique du terme, mais c'est exactement ça. J'ai commencé par faire une boîte de production audiovisuelle qui s'appelle Grain, où je produis des vidéos pour des marques. Ensuite, donc ça c'était la première activité. Après une reconversion professionnelle, on en parlera après, j'imagine. Ensuite, j'ai créé ma chaîne YouTube pour aider des gens et partager un peu mon savoir, donc plus un côté formation. Et il y a quelques mois maintenant, 2 mois, j'ai lancé une école de vidéo en ligne, qui est un programme d'accompagnement en ligne, si tu veux, pour aider les gens à créer des vidéos au rendu pro et à vivre de la vidéo. Donc j'ai plusieurs activités, plusieurs business autour de la vidéo, qui est à la base une passion. Mais ça tombe bien que tu parles de tout ça parce que c'est forcément les sujets dont on va parler. Et d'ailleurs, j'avais suivi un peu le lancement, je m'étais inscrit à tous les mails, j'avais fait le live et tout, donc ça m'intéresse de connaître un peu les coulisses. Ce que j'aimais bien, et c'est pour ça que je t'avais contacté, c'est que je trouve que tu as une très bonne approche marketing de ton activité au sens large. Et je trouve ça finalement assez rare parmi d'autres youtubeurs, influenceurs, tout ce milieu un peu créatif. Tu vois, parfois, ça manque un peu de marketing et je trouve que toi, tu as pris le contre-pied là-dessus. Je crois que tu as fait une école de commerce. Ouais, exactement. Moi, je viens d'un background un peu marketing, effectivement. Moi, j'ai fait un bac scientifique. Après, j'ai hésité à faire une école d'art, justement, ou une école de commerce parce que j'avais une partie très créative en moi. J'ai grandi dans un milieu créatif.
avec une maman qui est peintre, un papa qui est styliste, donc j'ai baigné dans l'art, j'ai toujours fait de l'art plastique, donc j'ai vraiment eu ce côté créatif en moi, mais aussi un côté entrepreneurial, business que j'ai toujours eu, et je me suis dit je vais tester l'école de commerce pour faire de la publicité, tu vois. À la base moi je voulais faire de la publicité puisque ça mêlait bien justement ces deux côtés, le côté créatif et le côté commercial, et j'ai fait une école de commerce pour faire de la pub, voilà. Et effectivement ça se ressent, enfin ça me sert aujourd'hui, tu vois, les études que j'ai fait et la publicité pour aujourd'hui faire de la pub pour mes produits et pour mon projet à moi. Et justement, tu parles de pub, effectivement, c'était le bon compromis entre market, école de commerce et puis la partie créa. Et justement, je sais plus où est-ce que tu en parlais, mais tu t'expliquais que tu voulais commencer à rentrer, à te faire des contacts dans ce milieu-là. Et tu as lancé un système de blog interview que tu avais appelé les francs publicitaires. Yes, exactement. Alors ça, on remonte à loin, mais effectivement, moi, pendant que j'ai fait mon école de commerce, j'étais convaincu qu'il fallait faire des projets perso. Et d'ailleurs, c'est un de mes grands conseils si vous écoutez le podcast et que vous êtes jeune et que vous voulez créer votre business ou quoi. Le plus important, c'est de faire des projets perso. On en reparlera, mais ça a mené un peu tout mon chemin, ça a guidé tout mon chemin, et c'est grâce à ça que je suis là aujourd'hui à faire ce que je fais. J'ai créé un premier projet perso, effectivement, qui s'appelait les francs publicitaires, puisqu'on voulait faire de la publicité avec quelques camarades de classe. Et on voulait intégrer des grandes agences parisiennes, on connaissait personne. Du coup, on a créé ce blog-là et on allait avec notre caméra, donc c'était aussi mon premier contact avec la vidéo, tu vois, filmer des publicitaires, et on a réussi à toquer à la porte des grands publicitaires comme Fred et Farid, Jacques Séguéla, Rémi Dabinet chez BETC. Donc voilà, on a commencé à interviewer des publicitaires et j'ai eu mes stages dans la pub grâce à ça. Donc c'était un de mes premiers projets pro. Et après celui-là, j'ai fait un autre projet qui était semblable, mais en fait j'en avais déjà un petit peu marre de la pub au bout d'un an, et j'ai créé Gora, qui était un autre blog, et c'était des interviews, mais cette fois pas de publicitaires, mais de personnes, de gens qui font des choses. Tu vois, c'était le slogan, c'était des gens qui font des choses. Et j'allais interviewer des entrepreneurs, des artistes, des humoristes, plein de gens différents qui faisaient des projets qui me passionnaient. Tu vois, donc ça m'a un peu ouvert l'esprit aussi en dehors de la publicité. Et là, pareil, c'était à chaque fois, tu vois, tu rentres tout de suite avec cet angle vidéo, tu aurais pu faire un podcast, tu aurais pu en faire un contenu écrit. C'était une volonté de vouloir, tu vois, te lancer tout de suite dans un format vidéo, ou c'est un peu par hasard? J'ai toujours été passionné par la vidéo, j'ai toujours fait des films de voyage, des films pour des anniversaires, des petites parodies, des clips, des sketchs comme plein d'enfants font, tu vois. Et j'ai toujours aimé ça, et en fait, je me suis dit c'est un bon moyen aussi de communiquer, la vidéo. Et je me sentais plus à l'aise en vidéo que dans un autre format. Du coup, j'ai commencé à être derrière la caméra, justement avec les francs publicitaires. On posait des questions en voix off et puis on laissait les publicitaires répondre. Et puis j'aimais la vidéo, j'ai toujours aimé ça, et je me suis dit si je passais devant la caméra. Et en fait, le projet Gora, le projet d'après, du coup, où j'allais interviewer des gens qui faisaient plein de choses différentes. Et ben j'étais cette fois devant la caméra, un peu comme un journaliste, et je posais mes questions, tu vois, à côté de l'invité. Du coup, j'ai toujours une petite un goût pour la vidéo, et aujourd'hui je continue là-dedans, donc tu vois. Mais en plus, j'ai l'impression que tu as aussi un peu repris, on y reviendra plus tard sur ta chaîne YouTube et les différents formats que tu as fait, mais il me semble avoir vu aussi quelques interviews un petit peu, tu vois, on te voit apparaître, tu as des focus sur ton invité, où tu as un peu tu donnes la parole à d'autres créas qui sont dans le même milieu que toi. J'ai l'impression que tu as aussi un peu repris quelques éléments de ça. Ouais, dans Grain, j'ai fait des vidéos en collaboration avec des gens, et je compte justement en faire de plus en plus d'interviews. J'adore ça, alors ça prend du temps, hein, mais que ce soit sur ma chaîne YouTube ou aussi dans mon école de vidéo que je viens de lancer là, je trouve ça super justement de rencontrer des gens et de donner la parole à d'autres et de s'inspirer des autres. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé, hein. C'est comme toi tu fais avec ton podcast. Moi, j'ai commencé par aller faire un blog et interviewer des gens, et c'est passionnant parce que c'est comme ça que tu grandis, voilà, que tu t'enrichis en écoutant ce qu'on fait d'autres avant. Donc ça, je le fais un petit peu moins maintenant puisque je suis plus du côté créateur que du côté journalistique, mais j'ai envie de le réintégrer puisque j'adore ça aussi, rencontrer des gens et en apprendre d'autres via justement des interviews. Mais tu vois, tu me disais, je comprends tout de suite que c'est important de faire des projets perso et de faire des choses en dehors de ce que tu peux apprendre à l'école, etc. Qu'est-ce qui te fait penser ça, et qu'est-ce qui te fait te dire, genre, ok, tu vois, tu peux le penser et tu peux toujours remettre à plus tard et pas te lancer dans le projet. Qu'est-ce qui fait déjà que tu prends conscience que juste ton background d'école, entre guillemets, ne suffira pas pour aller là où tu as envie d'aller, et à quel moment tu vois, tu sautes le pas, quoi. Est-ce que c'est le fait que tu sois en collectif, parce que c'était un projet collectif C'est juste que moi, j'ai toujours eu envie de faire des projets perso en dehors de l'école, parce que j'étais convaincu qu'effectivement le seul diplôme de l'école allait pas me permettre
d'intégrer les agences que je voulais ou les postes que je voulais. J'étais convaincu qu'il fallait connaître des gens et j'avais déjà cette notion un peu de réseau, tu vois, il faut faire du réseau, il faut rencontrer des gens. Et puis en plus, ça me permettait de faire des projets à côté. Et en fait, j'ai commencé à faire des petits projets comme ça et je me suis très vite rendu compte que ça m'apportait non seulement un réseau, non seulement de l'expérience, mais aussi de me confronter à des problèmes qui sont des problèmes que tu peux rencontrer aussi dans l'entrepreneuriat. Et que ça m'apprenait beaucoup de choses en fait, si tu veux. Et donc en fait, j'ai commencé par ces premiers projets, j'ai fait mon blog, mon deuxième blog. Ensuite, j'ai fait des conférences dans mon école, encore une fois, sur la publicité. Après, j'ai fait des stages en parallèle, mais je me suis rendu compte que j'apprenais beaucoup plus et que je m'épanouissais plus dans mes projets perso que dans mes différents stages. Et voilà, et ensuite ça a continué, j'ai eu mon premier job et j'ai toujours lancé des projets à côté. Et je me suis rendu compte que c'est dans ces projets-là que je crée le plus de valeur aussi, tu vois. Et alors justement, tu fais ces premiers stages-là, tu te rends compte que la publicité, c'est moins ton truc. Et moi, j'avais eu, alors sur un autre sujet, mais j'avais dévié, je te le disais juste avant qu'on enregistre, sur la partie conseil audit. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là où tu te dis, je me suis peut-être engagé sur une voie qui me correspond pas forcément, et donc tous les plans entre guillemets que je m'étais fait tombent un peu à l'eau parce que c'est pas vraiment vers là que je veux aller. Alors, je pense qu'il faut prendre un pas de recul pour que j'explique un peu mon parcours parce qu'il y a eu d'autres choses après la publicité. Donc j'ai fait mon école et je me suis dit je vais faire de la pub. Donc j'ai fait mon fameux blog, des conférences sur la pub et là j'ai fait venir des gens qui étaient directeurs différentes agences et j'ai décroché un stage, même plusieurs stages chez BETC qui est une agence de publicité parisienne. Ouais. Et j'ai fait du planning stratégique, j'ai fait du commercial, j'ai fait du créatif. En fait, j'ai fait un peu tous les postes de la pub et si tu veux, j'aimais bien, hein, il y avait plein de trucs qui m'intéressaient et je me voyais peut-être travailler dans la publicité. Et ensuite, j'ai eu une opportunité, si tu veux, pour travailler chez Evian. Donc Evian qui est un client de BETC, une marque d'eau minérale du coup qui fait partie du groupe Danone. Et donc en fait, on m'a proposé un job en publicité aussi, mais on dit plus communication digitale du coup, du côté de l'annonceur, donc chez Evian. Et je me suis dit, mais super, c'est une belle opportunité, ça me permet de voir un peu ce que c'est que la publicité aussi du côté... Evian, donc c'était un peu moins glamour qu'en agence, parce que tu arrives dans un grand groupe avec des gens, alors pas en costume, mais voilà, un peu moins à la pointe, on va dire, et moins branché que dans une agence de pub, tu vois. Donc c'est moins attirant pour un jeune, mais moi je me suis dit ça peut être intéressant. Et je suis allé faire du coup 1 an là-bas chez Evian, et à la suite de cette expérience, j'ai été recruté dans le groupe Danone. C'était mon premier job en CDI. Et donc cette fois, j'étais plus en communication digitale, mais j'étais dans l'équipe de transformation digitale du groupe Danone. Donc je faisais du conseil, si tu veux, en transformation digitale. Donc là, c'était plus du tout créatif. Moi qui voulais faire de la publicité pour faire de la créa. Rien à voir. Je me retrouvais à conseiller en fait les marques du groupe, donc c'était particulièrement sur le marketing, donc aider toutes les marques à digitaliser l'entreprise, à collaborer collaborer tous ensemble, tu vois, réussir à tirer le meilleur en fait des outils digitaux pour transformer le marketing de la boîte. Et donc j'ai fait ça pendant 3 ans quand même. Et comment tu fais ce shift ? Enfin, tu vois, rien à voir avec la partie créa. Comment tu te retrouves un peu propulsé là en CDI sur un job Alors, tout simplement parce que pendant mon stage justement en agence de pub, j'allais faire des interviews et j'avais interviewé le patron d'Evian qui s'appelle Michael Aydan, qui c'est lui qui est à l'origine chez Evian de toute la saga des bébés rollers, donc les fameuses pubs avec les bébés devant les miroirs, les bébés partout. Et en fait, je l'avais interviewé, tu vois, via l'écran publicitaire. Et c'est grâce à lui que j'ai eu mon premier stage. Donc ça, c'était le shift vers la communication, enfin mon premier stage, mon job chez Evian. Donc ça, c'est le shift de l'agence de pub vers Evian. Et ensuite, pendant 1 an, j'étais au contact de ce Michael Aydan qui a ensuite, lui, a pris la tête de l'équipe de transformation digitale. D'accord. Et qui trouvait que j'étais un peu, tu vois, le jeune un peu créatif, tu vois, et c'est un profil qui est assez recherché dans les grands groupes. Quand t'as un jeune qui est créatif, qui sait un peu faire de la vidéo, qui sait un peu faire du graphisme, qui a aussi un profil marketing, qui comprend les enjeux marketing, etc. Et du coup, ils avaient besoin de ce poste-là, et ils m'ont proposé de rejoindre l'équipe de transformation digitale. Donc voilà comment le shift s'est fait, mais au final, c'était hyper positif, puisque j'ai vu plein de choses différentes. J'ai vu le côté de l'agence, j'ai vu le côté annonceur, j'ai vu non seulement la pub et les paillettes de la pub, j'ai vu aussi la pub et le côté plus analytique de la pub, et enfin, j'ai vu la transformation digitale. Et en fait, après, au bout de 3 ans, là, si tu veux, bon, j'imagine peut-être que j'anticipe un peu la question, mais j'étais dans un super job, très bien payé en sortie d'école, mais je me sentais vraiment à 10% de ce que je pouvais faire et je m'épanouissais pas du tout dans cette équipe de transformation digitale et j'en pouvais plus, j'ai tout fait et je me suis dit je plaque tout et j'ai quitté mon job et j'ai lancé Grain, tu vois. Et alors il y a plein de questions qui viennent, j'imagine, c'est vrai, je te laisse, je vais un peu trop vite, je te laisse poser des questions. Non, t'inquiète.
Qu'est-ce qui te plaît pas? C'est la rigidité du grand groupe, ou c'est le job, c'est le manque de créa? Tu vois, qu'est-ce qui te fait dire là je stagne un peu, en tout cas j'apprends plus autant et je m'éclate plus autant qu'au tout début? Alors déjà, que ce soit en agence de pub ou dans un grand groupe, déjà moi je suis pas très... je pense que je suis pas vraiment fait pour être hiérarchiquement sous quelqu'un qui me donne un peu des ordres ou quoi. C'est un problème avec ça, donc comme plein d'entrepreneurs je pense. Mais donc du coup que ce soit chez BETC ou chez Danone, j'étais un peu frustré par le fait qu'on me donnait des petites missions, des petits trucs, alors que moi j'avais des ambitions quand même plus grandes. Et ensuite, non, c'est juste que je me suis rendu compte, en fait, c'était une suite logique que j'avais chez BETC, je travaillais pour les marques. Et j'exprimais un peu ma créativité puisque je faisais des vidéos, tu vois, des rapports de campagne et des choses, mais c'était toujours dans le prisme de la marque. Chez Danone, je travaillais aussi pour un groupe, mais c'était encore pire parce que, enfin, c'est pas forcément pire, mais moi, travailler dans un grand groupe, si tu veux, où je connais même pas la personne qui est à la tête de l'entreprise, le PDG, je sais pas en fait ce qu'ils font vraiment, si c'est bien ou pas, tu vois. Un jour, il y a eu un problème avec Cash Investigation, je sais pas si tu te souviens de cette histoire, avec Danone, où il disait que les sages-femmes, en gros, faisaient de la corruption pour donner du lait en poudre en Indonésie. Et genre, il y a eu cette crise-là, avec Élise Lucet en bas des bureaux, d'ailleurs, j'étais en train de fumer une clope, je suis en train de boire un café à ce moment-là, et Élise Lucet me tombe dessus, et en me disant, ouais, vous savez, pour les sages-femmes, etc. Moi, j'étais jeune actif chez Danone, et je lui fais, bah non, je sais pas, etc. Et bref, je vois tous ces trucs-là qui arrivent, et tous les employés de chez Danone qui parlaient pas trop, en fait, qui étaient un peu... qui se tairait dans le silence, et je me disais, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Le PDG qui se fait courir après, il répond pas. Et je me dis, est-ce que j'ai envie de travailler dans un grand groupe, dans une boîte où je sais même pas ce qui se passe, en fait? Donc, alors, je dis pas que Danone a fait est responsable de tout ce qui s'est passé. D'ailleurs, je connais même pas le fin mot de l'histoire, puisqu'il n'y a pas eu véritablement de réponse donnée. Mais je me suis dit, voilà, moi, j'ai pas envie de travailler pour une boîte opaque, où je sais pas ce qui se passe, où je connais même pas le mec qui a fondé la boîte. Et tu vois, que ce soit un grand groupe ou que ce soit une agence de pub, j'avais besoin de plus de transparence, plus de choses à taille humaine, et donc je me suis dit, le meilleur moyen, c'est de créer mon propre job. Ouais, c'est ça, c'est que... Et en plus, de ce que je comprends, c'est tu pars un peu du jour au lendemain sans plan vraiment précis sur ce que tu allais faire après, ou tu avais quand même un peu mûri l'histoire Non, d'ailleurs, j'ai de la chance, ça s'est fait en douceur. En fait, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir ce fameux Mickaël comme boss, parce que Mickaël est très créatif aussi, et il savait que j'adorais la création. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il m'avait recruté. Et il m'a toujours laissé faire des vidéos pour d'autres boîtes, etc., en parallèle de mon job de marketing. Et il me confiait des tâches à chaque fois en vidéo, et en fait, moi, j'ai pu du coup me former à la vidéo et apprendre via des projets. Et j'ai commencé à être payé à faire des projets, tu vois, j'étais auto-entrepreneur en parallèle de mon job chez Danone, donc j'ai commencé à faire des petites prods, etc. Donc quand j'ai quitté Danone, j'avais déjà des clients, et j'avais surtout aussi potentiellement Danone comme client, et aussi des agences avec qui j'avais travaillé. Par exemple, quand j'étais dans l'équipe de transformation digitale, j'avais créé un intranet pour toutes les marques du groupe, justement, avec plein d'outils, qui s'appelait la Digital Toolbox. Et j'avais missionné pour ça une agence de création de sites web qui s'appelle Colors. Et en fait, Colors, ils montaient leur pôle création de contenu à ce moment-là. Et donc, en fait, quand j'ai dit que je partais, j'avais déjà potentiellement Danone comme client, d'autres marques, plus des agences, tu vois, plus Colors avec qui je travaillais. Donc, en fait, je suis pas du tout parti sans rien. J'avais déjà, tu vois, des différents clients. Ouais, mais effectivement, comme tu le dis, tu as une position qui est assez confortable où tu te lances pas un peu fleur au fusil en disant ok, c'est quoi la prochaine étape? Et d'ailleurs, tous ces clients-là que tu as un petit peu en parallèle, donc tu me disais que tu t'avais créé ce statut d'auto-entrepreneur en parallèle de ton job, etc. Yes. Ces clients-là, tu les trouves comment? Grâce à Danone, ou alors c'est, tu vois, comment est-ce que tu fais tes premières petites missions en parallèle de ton job? Alors, c'est intéressant parce que j'ai jamais démarché. J'ai jamais prospecté, et dans mon école, il y a une partie business où je donne des conseils justement, et je dis que le meilleur moyen de trouver des clients, c'est de ne pas démarcher. C'est que les clients viennent directement à toi. Donc, il y a des cas où ça peut être utile de démarcher, mais moi j'ai eu la chance de ne pas avoir besoin de faire ça, et j'ai fait des premières vidéos, si tu veux, c'était des trucs genre des pots de départ justement pour Danone, des trucs comme ça, et ensuite du bouche à oreille, quoi. Les gens en parlent, ils disent moi aussi j'ai besoin d'une vidéo, etc. Et donc ça a été que du bouche à oreille, des rencontres dans des soirées, j'ai besoin de vidéos, je fais une première vidéo, une deuxième vidéo, et même aujourd'hui, je continue à avoir, si tu veux, pas mal de prod qui rentrent, mais j'ai jamais démarché, tu vois. Bon, après, maintenant que j'ai créé YouTube, donc si tu veux, c'est une source maintenant qui me place en tant qu'expert, entre guillemets, et qui me permet d'avoir une source de trafic de clients et de prospects assez régulier.
Mais voilà comment j'ai eu mes premiers clients, juste en parlant, en disant que je faisais de la vidéo. Donc c'est important aussi de communiquer si vous êtes freelance dans n'importe quel domaine, de parler de votre projet et dire que vous êtes capable de rendre des services à des gens. C'est comme ça que ça commence. En général, ça commence par l'entourage, la famille, les amis ou le travail. Ouais, je te rejoins complètement. Et d'ailleurs, de manière un peu froide, je sais pas, est-ce que tu avais prévu un petit mail que tu envoyais un peu aux gens que tu connaissais, peut-être à ta famille, ou juste parce que tu vois, tu as le truc où tu peux en parler en repas de famille rapidement comme ça et les gens ne percutent pas trop. Et puis, est-ce que tu as réactivé tout le réseau que tu avais eu entre tes agences, etc., pour leur dire, voilà, je peux aussi faire un peu de prod vidéo de temps en temps. Alors, tu veux dire avant mon départ de chez Danone ou après mon départ de chez Danone? Bah, à mon avis, tu avais moins le temps quand tu étais chez Danone, mais ouais, plus exactement. Quand tu as engagé la transition. Mais après, ouais, j'ai réactivé un peu mes contacts, j'ai envoyé des mails, mais ça s'est fait un peu naturellement. Après, si tu veux, j'aurais pu avoir beaucoup plus de clients, puisqu'au début, quand j'ai quitté Danone, j'avais du temps libre, donc j'avais le temps de prendre plus de clients. Mais en fait, très vite, j'ai lancé la chaîne YouTube et ça m'a pris beaucoup de temps. Donc, si tu veux, j'ai toujours mené de front la chaîne YouTube et la prod, et du coup, tu vois, mon flux entrant, si tu veux, me suffisait, et même je trouvais que c'était beaucoup. Et donc non, franchement, j'ai pas plus réactivé que ça les choses. J'ai laissé un peu le bouche-oreille se faire naturellement. Et tu vois, au démarrage, tu avais déjà une idée claire de ce que tu voulais proposer en free en termes de vidéo. Est-ce que tu te dis, ok, je prends un angle bien particulier pour la vidéo, par exemple, je sais pas, j'ai eu une freelance sur le podcast qui, elle, était focalisée sur des témoignages clients vidéo. Est-ce que toi, par exemple, tu t'étais dit, voilà, je me focalise sur un type de prod en particulier, ou alors un type de client avec lesquels j'ai envie de travailler à long terme, ou tu étais plus, tu vois, en demande entrante, et tu prenais et tu faisais pas forcément de tri sur ce que tu voulais, sur les projets sur lesquels tu voulais travailler? Alors, j'ai une position assez particulière là-dessus. Je sais que beaucoup de coachs en freelancing recommandent de se spécialiser, de prendre une niche, parce que forcément, plus tu es spécialisé, plus tu vas devenir un expert d'un type de vidéo, par exemple, et tu vas être reconnu pour ça. Moi, j'ai toujours pensé que se spécialiser dans... donc, pour donner un exemple à un gens qui écoutent, au lieu de dire je suis une agence de production vidéo, tu peux dire je suis une agence de production de vidéos de mariage en Ile-de-France. J'ai n'importe quoi. Mais du coup, c'est une spécialisation un peu comme ton ami qui fait des témoignages clients. Le problème de faire ça, c'est que tu peux très vite quand même t'ennuyer et perdre un peu la passion que tu as, tu vois. Et moi, en fait, j'ai décidé au début de rester assez généraliste et de faire plein de choses différentes. Et je pense qu'en vidéo, ou en photographie, ou dans des domaines créatifs, ça peut être une bonne idée justement parce que tu testes plein de choses. Mine de rien, aussi, tu multiplies un peu tes sources de revenus, puisque si tu fais pas que des clips, par exemple, bah, tu peux accepter dans plein de projets différents, tu testes un clip, tu testes une vidéo d'interview, et donc tu multiplies un peu les sources de revenus. Par contre, je pense qu'il faut se spécialiser après, en tout cas parce que ça aide à être reconnu pour quelque chose. Moi, par exemple, je fais plein de types de vidéos différentes, donc ça peut être des interviews, des vidéos d'événements, des vidéos de voyage, ou d'autres types de vidéos, mais je me suis spécialisé dans la vidéo de voyage parce que j'ai toujours aimé ça. Et là maintenant, je me market, si tu veux, comme studio de création de vidéos de voyage et lifestyle, puisque j'aime aussi des vidéos de ce style-là que j'ai fait pour des influenceurs, par exemple, ou quoi. Donc, je me suis spécialisé, mais dans un second temps. Et pour la chaîne YouTube, c'est pareil. Je me suis dit, est-ce que je fais une chaîne YouTube sur le mariage, par exemple, encore le même exemple, ou est-ce que je fais une chaîne juste pour apprendre la vidéo? Finalement, j'ai choisi d'apprendre la vidéo et tu vois, ça a fonctionné. Donc j'ai un discours un peu nuancé par rapport à la spécialisation et la niche, tu vois, quand tu fais quand t'es en freelance. Mais pour le coup, je suis entièrement d'accord avec toi. Okay. Je pense pas qu'il faille se spécialiser dès le départ, d'autant plus que généralement, t'as pas non plus toutes les compétences. Et tu continues d'apprendre. Et donc, si tu te fermes sur un sujet spécifique, ça démontre, il faut déjà que tu démontres que tu es vraiment expert sur le sujet, parce que les gens viennent te chercher pour un besoin très très précis. Là où quand tu commences, tu as aussi envie d'aller explorer, voir ce qui te plaît le plus, voir là aussi où tu as les meilleurs résultats, où tu es meilleur. Donc, moi, je suis un peu comme toi, un peu plus mesuré. Je pense que la spécialisation, elle est essentielle, mais elle doit arriver dans un second temps. Exactement. Quand tu as commencé tu vas augmenter un peu ta jauge de crédibilité, que tu as commencé à tester, à voir ce qui te plaisait, ou là où tu sentais qu'il y avait aussi une opportunité marché, parce que les gens venaient te voir régulièrement pour un type de projet en particulier. Tu me parlais justement de transition parfaite sur la chaîne YouTube. Justement, j'allais te demander à quel moment est-ce qu'elle arrive. Elle arrive du coup une fois que tu quittes Danone, que tu te lances en indé. Là, tu te dis, j'ai envie de créer ma chaîne YouTube. Ah, intéressant. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Je quitte Danone. Déjà, je connais un peu la solitude de l'entrepreneur. Je travaille à l'époque de chez ma copine dans un 25 mètres carrés tout seul.
Voilà, super. Donc tu passes de l'agence de pub magnifique au bureau de Danone, hyper nouvelle génération, plein d'employés, etc., plein de collègues, à tout seul chez toi. Donc déjà, ça c'est assez violent. Et en fait, très vite, si tu veux, j'en parle souvent sur ma chaîne YouTube ou quoi, mais j'étais motivé le matin, etc., mais à midi... je prenais des pauses déj devant France Info, etc. avec mon café. Et je me disais, mais en fait, c'est vraiment une vie de merde. Et après l'après-midi, j'étais déprimé, si tu veux. Et ma copine rentrait le soir et je lui parlais pendant 1 heure tellement j'avais parlé à personne de la journée. Donc je me suis dit, ok, il y a un problème, il faut que tu trouves une solution. Et donc d'abord, je me suis mis en quête d'un espace de travail. Donc là, je te parle depuis chez WeWork. Je bosse chez WeWork, qui est un espace de coworking. Et d'ailleurs, je t'annonce que je viens de prendre des bureaux fermés, donc je suis très heureux. J'ai commencé dans l'open space en bas et là, j'ai monté dans les étages. Donc j'ai emménagé il y a 1 semaine dans de nouveaux bureaux et effectivement dès le départ, enfin quelques mois après, j'ai fait 2-3 mois, peut-être un peu plus, peut-être 4-5 mois chez ma copine et ensuite j'ai choisi d'investir dans un espace de coworking. Donc c'est cher, WeWork c'est 450 € par mois hors taxe, le minimum. Donc c'est cher pour un freelance qui débute, mais c'est le meilleur investissement que j'ai fait. Donc chacun est différent, des personnes peuvent travailler de chez elles ou quoi. Moi je ne pouvais pas. Si vous êtes comme moi, n'hésitez pas à investir dans un espace de coworking, ça peut être une dépense assez chère, mais moi ça c'est, si tu veux, le ROI de l'espace de coworking est immense. J'ai rencontré plein de gens, des clients, des mentors business. Quand je peux arriver à 7h du mat, je me sens hyper chaud pour travailler et je suis hyper productif. Enfin, j'adore cet endroit. Alors après c'est très personnel, hein. Mais ça c'est la première chose que je voulais dire, c'est restez pas tout seul chez vous si vous n'êtes pas fait pour ça. Et ensuite, pour répondre à ta question c'était quoi déjà? C'était oui, est-ce que la chaîne YouTube? Donc je commence quelques mois comme ça, donc chez ma copine puis chez WeWork. Et en fait, ça me démangeait un peu, si tu veux, les projets que j'avais lancés, les blogs, les francs publicitaires, Gora. Moi, j'ai toujours été un créateur de projets, donc du coup, faire, si tu veux, du freelancing et monter des vidéos pour des clients qui me disaient plus gros le logo, plus petit le texte, etc. Au bout d'un moment, ça me faisait péter un câble. Et en fait, je me suis dit, ok, Louis, il faut que tu trouves autre chose. Et justement, j'étais encore un peu seul, même si j'étais chez WeWork, je connaissais pas grand monde. Et je me suis dit, YouTube, ça peut être un bon moyen de créer une communauté, de partager ma passion, de discuter entre vidéastes. Au début, c'était pas forcément pour gagner de l'argent, pour monter un business ou quoi, hein. C'était par passion. Et je voyais en fait des youtubeurs américains, canadiens comme Parker Welbeck, Peter McKinnon, Matti Apoya, certains qui font de la vidéo peut-être les connaissent ou de la photo. Ouais, et je me suis dit mais ça n'existe pas ça en France, ça existait très peu. Et je me suis dit ça peut être cool, moi j'adore parler face caméra, j'ai pris goût à ça. Je m'y connais un peu en vidéo, même si j'ai pas un niveau de ouf, je pense que je peux quand même apprendre des choses à des gens. Tu vois, j'ai jamais eu ce syndrome de l'imposteur. D'ailleurs, ça, c'est un syndrome, je sais pas, il y a tellement de gens qui ont ce syndrome-là, mais c'est vraiment une erreur totale. N'importe qui peut apprendre à des gens du moment que tu connais un petit peu de choses. Tu peux apprendre aux gens qui connaissent moins que toi. Donc, il y a aucun problème à dire, je lance une chaîne YouTube ou quoi. Il y a pas de syndrome d'imposteur à avoir. Juste, il faut arriver avec une position assez humble en disant, voilà, je m'appelle Louis, j'ai tel âge, j'adore la vidéo comme vous tous, je vous partage mes quelques connaissances. Et au fur et à mesure, à force de faire ça et d'être régulier, parce que c'est ça le secret, hein, c'est d'être régulier sur YouTube ou dans n'importe quel projet, et ben en fait tu deviens un expert et tu passes du niveau 1 au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4 et ensuite tu apprends au niveau en dessous et tu progresses comme ça et après tu te crées ta légitimité, tu vois. Et donc, ouais. Ouais, excuse-moi de te couper, mais pour rebondir là-dessus, parce que je trouve ça intéressant, c'est en fait tout est une question de posture. Si effectivement tu prends la posture un peu sûre de toi en disant voilà, moi je vais vous montrer comment ça fonctionne, et t'as presque une posture de gourou / pseudo-expert, effectivement ça marche pas et t'as toutes les chances d'avoir ce syndrome-là qui t'empêche de créer. Mais effectivement, comme tu dis, si t'as la démarche d'avoir cette posture d'explorateur, comme par exemple je l'ai eu avec le podcast. Moi, j'y connaissais pas forcément, j'étais pas un expert du freelance avec 10 ans dans les pattes, mais avoir cette posture de me dire, voilà, je documente ce que j'apprends au fur et à mesure, je vais rencontrer d'autres personnes potentiellement qui en savent plus que moi, et je partage tout ça. Rien que ça, déjà, t'as pas besoin, t'as juste besoin de ça, entre guillemets, pour créer et juste faire des choses pour apprendre à d'autres qui sont potentiellement au même stade que toi. Exactement. Et après, on se rend compte très vite que tu as aussi besoin de travail, de résilience. Parce que c'est ça l'entrepreneuriat en fait. Si tu lances un projet ou quoi, t'as beau avoir une posture humble et tout, ça suffit pas. Ensuite, il faut être régulier, il faut travailler. Et ça, il y a que ça qui paye. Donc ça, c'est un autre truc, c'est soyez réguliers les gars. Moi, je compte, si tu veux, j'ai plein de personnes, plein d'amis à moi ou de personnes de mon entourage qui ont lancé des chaînes YouTube ou quoi et qui s'arrêtent, enfin tu vois, qui s'arrêtent au bout de quelques temps. Moi, ma chaîne YouTube, j'ai posté une vidéo par semaine pendant quasiment 3 ans quoi. Que ça marche ou que ça marche pas. Donc c'est ça la régularité. Il suffit d'être, je sais plus qui disait ça, mais en gros t'as beau être nul, il suffit d'être nul plein de fois et tu deviens bon quoi. C'est exactement ça. Bref, je m'écarte du sujet, mais je reprends par rapport à YouTube. Ça n'existait pas trop du coup ces chaînes YouTube et j'ai essayé de lancer ma chaîne et du coup c'était vraiment quelques mois après m'être lancé en freelance et
Et en fait, il n'y a pas eu d'explosion, hein, si tu veux, ça a progressé tout doucement. J'ai créé une communauté au fur et à mesure et j'ai pris beaucoup de plaisir à partager, si tu veux, des vidéos, des conseils sur la vidéo. Donc, ma chaîne YouTube, c'est quoi, hein? C'est des conseils sur le matériel, sur les réglages de caméra, sur comment tourner une vidéo, comment monter une vidéo, comment donner un style à une vidéo avec l'étalonnage. Donc, plein de choses autour de la vidéo. Et ça a commencé à prendre tout doucement et à monter. Et voilà. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, la prod, c'est super de faire des vidéos pour des marques, mais en même temps ça me frustre beaucoup d'un côté, puisque je suis quand même très cadré, et j'adore de l'autre côté en fait apprendre des choses aux gens, et je me suis dit si je peux vivre aussi de ça, vivre de ma passion à la fois de prod mais aussi d'apprendre aux gens, ça peut être cool. Et j'ai décidé de lancer une première formation à la vidéo, c'était en 2018, 2017 ouais, sur Udemy, c'est ça? Exactement, j'ai commencé à lancer une formation sur Udemy, puis une deuxième. Et on va y revenir, il y a deux choses qui m'intéressent. On va parler de YouTube parce que c'est un médium que je connais pas tant que ça en tant que créateur, même si j'ai testé 2-3 trucs. Mais yes. Avant ça, WeWork, ça m'intéresse pour une seule et bonne raison, c'est que t'es pas le premier et je pense que tu seras loin d'être le dernier à me dire que c'est important d'avoir un espace de coworking, en tout cas un espace, et de pas rester que chez toi, même quand t'es plutôt quelqu'un de solitaire. À ça, et c'est souvent des retours que j'ai d'autres freelances avec qui je discute qui osent pas forcément être dans un espace de coworking parce que en gros, tu as le côté un peu impersonnel où personne finalement se parle. Et je serais curieux d'avoir un peu ton avis sur toi. Comment est-ce que tu fais quand tu arrives dans un espace comme ça pour, tu vois, un peu te sociabiliser? Est-ce que tu participais aux événements qu'il y avait? Est-ce que tu te forçais à je sais pas, aller discuter, à prendre un café avec 2-3 personnes? Est-ce que tu avais des choses que tu avais, je sais pas, des conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui est un peu newbie, qui arrive dans un espace comme ça et pour avoir été à WeWork plusieurs fois, c'est souvent impressionnant. Tu vois, il y a du monde partout, tout le monde travaille. Bien sûr. Tu vois, tu peux vite être un peu dépassé par ça. Ouais, je comprends. Vaste question, hein, Alexis. Déjà, moi, si tu veux, je sais pas si je suis quelqu'un d'introverti ou extraverti, mais en gros, j'adore être tranquille, tout seul, très souvent. Et j'adore aussi parler à des gens, mais quand j'ai choisi. Et si tu veux, WeWork, il y a deux facettes de WeWork. Il y a la facette du rez-de-chaussée, où tu as un atrium immense où chacun se pose, etc. Et tu as aussi l'espace où j'étais, un espèce d'open space fermé où tu as un casier, un bureau dédié. Et là, tout le monde se parle un petit peu quand même, parce que tout le monde est à côté dans l'open space. Et donc là, ça peut être un bon moyen, si vous voulez rencontrer des gens, tisser du lien, de traîner dans ces coins-là. Et je pense que les gens se parlent assez naturellement. Ensuite, on a une culture en France, c'est un autre sujet, ça, qui est un peu particulière par rapport au networking, mais on n'est pas trop dans le partage. Et je pense pas que c'est le rôle de WeWork. Enfin, WeWork essaie de faire en sorte que les gens se parlent en faisant des événements, mais c'est souvent très fake, tu vois. Genre, on crée un événement pour que les gens se parlent et tout le monde reste dans son coin. Je pense que le mieux, c'est d'y aller d'aller de soi-même, d'être naturel, de pas se forcer à networker si vous voulez pas networker, mais d'être ouvert, de sourire, voilà, et surtout, j'ai envie de te dire, de faire des projets perso qui te font être heureux. Parce que pour moi, en fait, si tu veux, c'est très perso là, mais parfois, en fait, il suffit que j'ai une journée où je travaille bien, j'enchaîne 4-5 tâches et ça se passe bien. Je suis un peu en état de flow, tu vois, en état de réussite, quoi. Et en fait, là, je peux parler à tout le monde, tu vois. Et je me sens hyper bon à parler avec des gens, à networker, etc. Et parfois, j'ai une journée un peu moins bien et j'ai pas envie de networker. Et du coup, mon point là, c'est juste, concentrez-vous sur vous, sur vos projets, sur des petites tâches qui vont faire que vous allez être heureux. Et je pense que le networking, après, ça découle tout ça, et même la vie personnelle au sens large. Hein. Pour moi, il n'y a pas vraiment de séparation entre vie pro, vie perso. Moi, quand je suis heureux dans mon travail, je suis heureux dans la vie perso. Quand je suis une machine dans mon travail, je suis une machine dans ma vie perso. Donc tout ça, c'est lié en fait. Donc concentrez-vous un maximum sur vos projets, essayez de faire des choses que vous aimez, et je pense que naturellement, après, ça vous amènera aussi à parler à d'autres gens et à discuter de tout ça. Mais ouais, je te rejoins. J'étais en Asie il y a quelques mois et du coup, je m'étais pris un espace de coworking pour vraiment bosser, me concentrer, etc. Et effectivement, quand tu commences à revoir toujours les mêmes personnes, au début, c'est un petit bonjour, un petit sourire, et en fait, au fur et à mesure, t'es obligé de parler avec ces gens-là parce que tu les côtoies au quotidien, et donc et en fait, ça peut déclencher de pas mal d'opportunités. Je crois que t'en parlais dans une de tes vidéos sur le fait que t'as réussi à avoir des clients via WeWork, enfin via les personnes qui étaient chez WeWork. Donc effectivement, tu vois, tu parles d'un investissement d'à peu près 450 € par mois. Il suffit que tu aies 2-3 clients ou tu chopes un nouveau client par mois et tu l'as largement amorti, quoi. Exactement. Moi, j'ai pas chopé de clients avant longtemps chez WeWork, je t'avoue. Mais d'un coup, j'ai chopé un projet genre à 5 000 € d'un coup, boum, qui m'a remboursé un an de WeWork, tu vois. Et pire que ça, mieux que ça, bon, il y a aussi plein d'autres clients potentiels que j'ai rencontrés chez WeWork. Donc, en termes déjà de clients, c'est cool. Mais surtout, la plus belle chose que ça m'a apporté WeWork, c'est la collaboration, tu vois. Moi, j'ai commencé tout seul.
Et ensuite, bon là on va parler des formations justement, mais j'ai suivi une formation d'un Américain qui s'appelle Parker Walbeck, qui s'appelle Full Time Filmmaker, et je me suis inscrit à cette formation en ligne. Moi, ce que je fais en France, c'est inspiré de ce modèle-là d'ailleurs, avec ma touche, mais c'est inspiré. Et on était quelques Français à l'époque dans cette formation, et il y a un certain Lucas qui m'a envoyé un message un jour et qui m'a dit voilà, je suis français comme toi dans cette formation, ça te dirait qu'on se rencontre. Et il est venu chez WeWork, je lui ai dit viens prendre un café, et il est resté. Et du coup, j'étais plus tout seul, mais j'avais un sorte de collègue. Alors, on n'est pas dans la même boîte, on a chacun notre boîte. Il est freelance dans la vidéo, mais tu vois, on est devenus hyper potes et on travaille ensemble sur plein de projets. Et tu vois, j'ai créé un petit team comme ça avec Lucas. Maintenant, j'ai recruté aussi quelqu'un d'autre. Et au-delà de ça, j'ai rencontré un mentor business qui s'appelle Romain Collignon. Je sais pas si tu connais, je pense que tu connais peut-être. Il est assez connu dans le monde de l'infopreneuriat. Ouais. Et il se trouve que c'était mon voisin de table chez WeWork, tu vois. Donc incroyable. Donc tu vois, au-delà des clients, j'étais chez WeWork depuis 6 mois et on se parlait pas, tu vois, justement, on parle de networking, mais on se parlait pas avec Romain alors qu'il était à 2 bureaux de moi. Et un jour, il me dit tu fais quoi au fait? Et je fais je fais de la vidéo. Et toi? Il fait moi je coach des infopreneurs, donc des gens qui ont un savoir et qui diffusent ce savoir en ligne. Et je lui ai parlé de mes formations que je venais de créer. Il m'a dit mais en fait, j'aide des gens comme toi depuis 16 ans. Et je me suis dit, incroyable. Et donc, on a commencé à parler, on est devenus hyper potes. Il m'a donné plein de conseils. Et donc, au-delà des clients, en fait, j'ai créé un entourage à la fois de collaborateurs, aussi de mentors business. Et pour terminer, le coworking et l'espace de travail, c'est important, mais l'entourage, c'est aussi ultra important pour réussir. Et c'est ça, moi, qui m'a propulsé aussi, je pense. C'est vraiment cet entourage-là qui m'a poussé toujours à faire plus, à faire de meilleures choses, quoi. Oui, et puis là, tu mixes les deux, c'est-à-dire tu mixes à la fois un espace sain où tu te sens, où tu as envie de travailler, etc., avec un entourage qui est au même endroit. Donc effectivement, tu mixes un peu les deux. Sur YouTube, tu me disais que tu n'avais pas d'ambition d'en faire un business, etc. Au-delà du fait que tu lances YouTube comme plein d'autres projets que tu as lancés avant, est-ce que tu as quand même l'ambition de te dire YouTube va être un canal d'acquisition qui va me permettre de ramener du business côté freelance ou pas, ou alors c'est vraiment quelque chose que tu lances comme ça, expérimentation? Non, au départ, moi j'avais l'expérience pas du podcast, mais du blogging, hein, justement, et je m'étais dit, en fait, quand tu crées un blog, c'est un excellent prétexte pour aller rencontrer des gens, pour te faire un réseau et aussi pour te positionner quelque part en tant qu'expert d'un domaine. Et donc, en faisant une chaîne YouTube, je savais que j'allais, au bout d'un moment, être reconnu en tant qu'expert de la vidéo et que ça allait m'apporter des clients. Donc c'était quand même volontaire aussi ce côté-là, mais à aucun moment au début je me suis dit je vais faire un business en ligne grâce à YouTube. Et puis ensuite j'ai commencé à découvrir ces fameux youtubeurs américains. Donc pour moi il y a vraiment 2 types de youtubeurs, hein. D'ailleurs je me considère pas comme un youtubeur. T'as les influenceurs, donc eux pour le coup c'est youtubeurs, c'est des gens qui travaillent avec des marques et qui font la promotion de marques sur leur chaîne YouTube. Ça c'est un canal très spécifique. Et de l'autre côté t'as les infopreneurs qui ont une compétence, comme moi la vidéo, et qui vendent ce savoir-faire, cette compétence en ligne, qui vendent des formations pour aider les autres à atteindre des résultats. Et moi, je suivais des mecs à la base qui étaient influenceurs, donc comme Mathieu Apoya, Peter McKinnon au Canada. Et ensuite, j'ai commencé à me dire, mais Parker Walbeck, c'est un Américain aussi, mais il est à la fois influenceur, mais il a aussi un programme qui vend en ligne sur la vidéo. Ensuite, j'ai commencé à écouter des podcasts de Antoine BM, de Stan Leloup, que tu as interviewé, je crois, dans ton podcast. Ouais. Et je me suis dit, putain, mais en fait, c'est un truc de dingue. Tu peux avoir une passion, partager ta passion et en même temps vivre de cette passion en aidant les gens, tu vois. Et je me suis dit c'est un truc de ouf. Et j'ai tenté, je me suis dit je vais essayer de lancer une formation. Et j'ai lancé ma première formation qui était montage de vidéos de voyage sur Udemy. Et en fait ça a cartonné. J'ai fait déjà en chiffre d'affaires en une semaine, j'ai fait ce que je fais en 3 mois en prod. J'ai dit ok, il y a un potentiel business de dingue. Et surtout derrière, les gens me disaient mais c'est génial, on a appris trop de choses, merci Louis, encore une formation, etc. Et je me dis génial, je peux gagner ma vie avec ça et en même temps je peux aider des gens. Et en fait ça m'a apporté beaucoup de sens. Et aujourd'hui j'ai un super équilibre entre aider les gens à transformer leur vie, à aller au bout de leurs rêves. Tu vois, moi c'est ça que je vends en fait, hein, c'est pas de la vidéo, c'est aller au bout de vos rêves. C'est ça mon why. La vidéo c'est juste un moyen. Et derrière faire de la prod pour des marques. J'ai commencé par ça et j'adore toujours créer des vidéos. Donc je suis à la fois un créateur, un formateur et il y a un juste équilibre à trouver, tu vois. Et ta première formation, parce que je voyais les courbes sur Social Blade de la progression du nombre d'abonnés sur ta chaîne YouTube. À quel moment tu te dis c'est le moment de lancer une première petite formation? Est-ce que tu as attendu d'avoir une taille critique à la fois d'abonnés sur YouTube et potentiellement je pense que tu avais déjà lancé ta newsletter à ce moment-là? Tu vois, à quel moment tu te dis c'est le bon moment, je teste une offre de formation? Très bonne question.
je me suis dit, il faut que allez, je vais lancer à 10 000 abonnés. Donc j'ai lancé exactement quand j'avais 12 000 abonnés, ce qui est une erreur, Alexis. Pourquoi ? Parce que la meilleure idée, c'est de lancer un produit directement avant de faire une chaîne YouTube. Ça, c'est la meilleure idée, c'est de commencer par lancer un produit et ensuite de pouvoir rediriger les gens vers ce produit dès le début. Alors en général, ça se passe pas forcément comme ça, notamment parce qu'au début, je savais pas forcément que je voulais en faire un business, donc j'ai commencé la chaîne YouTube comme ça pour partager ma passion. Mais en gros, je pense que j'aurais pu commencer beaucoup plus tôt et j'ai dû attendre quelques mois entre le moment où je me suis dit, j'ai l'idée de faire cette formation et de passer à l'action. Alors qu'en fait, à partir du moment où vous avez l'idée, vous avez envie de le faire, vous vous sentez à l'aise avec le fait de vendre un produit, il faut aussi se sentir à l'aise avec ça parce que les gens ne se sentent pas forcément tous à l'aise avec ça, notamment en France, et ben le faire directement. Et moi, si c'était à refaire, je lancerais un produit et ensuite je lancerais une chaîne. Si je relançais un projet de zéro avec une volonté justement de faire de l'infopreneuriat. Je me reconnais pas mal dans ce que tu dis parce que j'ai un peu pris le même chemin que toi avec ce podcast, tu vois. Toi, t'as lancé cette chaîne YouTube là sans trop réfléchir à ça, et moi je lance le podcast sans avoir forcément de produit aujourd'hui. Du coup, c'est assez marrant, j'aime bien ça. Mais après, c'est normal, c'est aussi le sens de la vie, voilà, faut se laisser porter. Mais une fois qu'on a l'idée, qu'on a compris qu'il y a une opportunité, qu'on est à l'aise avec ça, qu'on sent que ça peut être quelque chose qui peut nous faire avancer et aussi faire avancer les autres, faut y aller, quoi. Et il y a plein de gens qui s'arrêtent, qui le font pas, qui ont peur, qui ont des croyances limitantes, qui passent pas à l'action pour plein de raisons, et c'est vraiment dommage, quoi. Faites-le, vous avez pas grand chose à perdre si vous faites du travail de qualité. Voilà, et les gens vont bien le recevoir en général. Et par contre, dès le début, quand j'ai lancé ma chaîne, j'ai jamais dit j'ai jamais dit que je ne vendrais jamais de produit ou quoi. Donc ça, en fait, les gens, quand j'ai commencé à dire je vends un produit, personne n'a été choqué, personne m'a dit mais comment ça, tu vends un produit? Ouais, bien sûr. Voilà, parce qu'il y a aussi des youtubeurs qui commencent, en fait, qui s'enferment un peu dans un rôle de je ne vendrai jamais rien et qui après n'arrivent plus à vendre. Voilà, donc ça peut être... Ouais, faut faire attention au début, mais à pas trop s'exprimer là-dessus si vous savez pas encore ce que vous voulez faire avec votre chaîne YouTube. Et comment t'expliques que, tu vois, effectivement, t'as une courbe assez constante, il n'y a pas d'énormes pics où tu prends 20K d'abonnés avec une vidéo un peu buzz ou autre, t'as une progression qui est assez flat où tu prends plus ou moins 2000, 2500 personnes, alors sauf au tout début, mais par mois. T'expliques ça comment? C'est quoi un peu le... Est-ce que c'est juste l'algo entre guillemets YouTube qui te recommande et en fait c'est de manière organique, ou est-ce que toi tu mets un coup d'accélérateur sur la partie un peu promotion de ton contenu, etc. Est-ce que tu as 2-3 trucs à nous partager là-dessus? Ouais, bien sûr. Jamais fait de publicité, hein, donc c'est tout organique. J'ai commencé avec des vidéos. Au début, je m'en fichais un peu des mots-clés, etc. Et puis je me suis très vite rendu compte que ça jouait un grand rôle. Donc j'ai commencé à optimiser les vignettes de mes vidéos, les mots-clés. Je me suis rendu compte qu'il y avait des tendances, qu'il y avait des mots, des requêtes qui étaient plus recherchés que d'autres. Ce que je reproche d'ailleurs beaucoup à YouTube, c'est pour ça que je m'en éloigne en ce moment et que je préfère de loin apporter un maximum de valeur à mes étudiants qui payent pour apprendre la vidéo et qui ont compris en fait que les sujets YouTube, c'est pas les sujets importants. Alors que si jamais tu apportes des sujets importants sur YouTube, eh ben les gens les cliquent pas. Donc en fait maintenant j'ai compris YouTube comment ça marche. C'est que les gens veulent des sujets très spécifiques et il faut faire ces sujets-là, mais ensuite derrière les rediriger vers ce dont ils ont vraiment besoin, qui est un programme plus complet. Bref, ça c'est un détail. Mais au début, voilà, j'ai fait des vidéos, des titres et des miniatures. J'ai commencé à optimiser ça. Donc j'ai utilisé des outils comme Uber Suggest. Je sais pas si tu connais ou si t'es... Denis Patel. Exactement, ton audience connaît, mais c'est intéressant pour voir un peu les volumes de requêtes et aussi voir la compétition des mots-clés. Quand tu commences, c'est pas forcément smart de choisir les mots-clés qui ont beaucoup de concurrence parce que vous allez être écrasé par les gros youtubeurs. Donc je vous invite à vous renseigner un peu sur le SEO parce que c'est très important. YouTube en fait, moi la loi 20-80 de Pareto se reflète totalement dans mon contenu YouTube. Il y a 3 vidéos qui ont fait 300 000 vues et le reste qui font 10 000 vues, donc j'aurais pu en faire que 3 limite et je serais au même niveau, tu vois. Et donc bref, et donc j'ai optimisé, j'ai commencé à en faire de plus en plus. Au début je faisais une vidéo par semaine, après je suis passé à 2 vidéos par semaine. À un moment, j'étais quasiment à 2,5 vidéos par semaine. Et là, ça a quand même pris un sacré coup de boost. Il y a un mois où j'ai fait 7000 abonnés en un seul mois. Et j'aurais pu continuer là-dedans. Et je serais à plusieurs centaines de milliers d'abonnés aujourd'hui, je pense. Ou au moins 200 000, un truc comme ça. Mais je me suis rendu compte, en fait, que voilà, c'était une course qui n'était pas forcément saine, la course de YouTube, avec des mots-clés très spécifiques. Et je pense de loin que c'est une meilleure idée de créer un produit qui aide vraiment les gens et ensuite de servir de YouTube comme une source de trafic, ce que je fais aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que je suis pas YouTubeur. YouTube est une source de trafic qui me permet d'attirer les gens vers ce dont ils ont vraiment besoin, je pense, qui est un programme d'accompagnement pour apprendre la vidéo et apprendre à en vivre.
Du coup, ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même pas mal de sujets, d'idées, de formats, de contenu que tu as eu et que tu as produit sur YouTube qui sont aussi en fonction où il y a une réflexion un peu plus stratégique de te dire, OK, est-ce qu'il y a des mots-clés un peu intéressants sur lesquels je vais pouvoir me placer pour pouvoir parler de ça et ensuite renvoyer les gens? Complètement. Au début, j'étais pas du tout comme ça. Je faisais plein de contenus différents et puis je me suis rendu compte qu'en fait, que tu travailles pendant 10 heures, 20 heures, 30 heures, 50 heures sur une vidéo, personne ne regarde. Moi, ça me saoule. J'ai envie que les gens regardent. donc voilà. Et je me suis dit, c'est un temps perdu de dingue. Donc en fait, je me suis rendu compte après, au bout d'un moment, qu'il y avait, c'est toujours le même sujet qui fonctionne, quoi. Donc en fait, après, moi, je joue avec les règles de YouTube. Je parle de ces sujets-là, mais attention, je dis vraiment aux gens que c'est pas les sujets les plus importants. Mais c'est dommage. Ça qui est dommage avec YouTube, c'est que forcément, si tu es sur YouTube et que c'est ton business, tu es obligé en fait d'être dicté par les tendances, d'être dicté par les mots-clés parce qu'il faut que tu fasses des vues. Parce que si c'est ton business, si tu as envie, alors que moi j'ai voulu me détacher de ça justement parce que je trouve ça vraiment pas sain. Et je me suis dit, moi, ma source de revenus, ça doit pas être ça. Ça doit être un programme que je vends, ça je maîtrise tout. Il n'y a pas de publicité en plus de acteurs, de tierces parties ou quoi. C'est moi qui vends mon produit, c'est moi qui contrôle toute la chaîne de valeur. Et ensuite, je vais gagner mon argent grâce à ce produit. Et derrière, sur YouTube, je pourrais faire un peu ce que je veux, quoi. Et je trouve qu'il y a une pire que d'être dicté par des tendances, des mots-clés ou des choses comme ça, parce que tu deviens un peu un pantin de YouTube, quoi. Ouais, tu deviens complètement dépendant de ça. Et c'est d'ailleurs intéressant que j'ai un peu fouillé ta chaîne. J'ai vu que tu avais un lead magnet, donc un truc très marketing. Chose que, encore une fois, on voit pas tant que ça sur YouTube, hors infopreneur, mais tu vois, dans la thématique dans laquelle tu es, je pense à d'autres créateurs qui utilisent YouTube comme un canal ou même d'autres influenceurs. Tu vois, il n'y a pas forcément ce réflexe de newsletter, de renvoyer des gens vers quelque chose que tu maîtrises de A à Z. Et je trouve ça intéressant, l'état d'esprit que tu as là-dessus. Moi, si tu veux, j'ai une grosse influence à la fois de la création, et des youtubeurs, influenceurs créatifs, mais aussi des infopreneurs, du marketing. Et je suis passionné par le marketing et par tout ça. Donc j'écoute beaucoup, Stan, Antoine BM, etc. Donc pour moi, c'est logique tout ça. Bien sûr. Mais effectivement, c'est pas du tout la norme. Et il y a peu de gens, je pense, qui ont une approche marketing, quoi, en France. Mais je pense que, tu vois, encore une fois, je prends pas parti, mais je pense qu'il y a ce côté que t'es pas trop dans le milieu, tu vois, infoprenariat, business en ligne, marketing, etc. Et que tu vois ça de l'extérieur. Comme tu le dis, tu vois, il y a quand même en vrai beaucoup d'amateurisme. Oui, mais du coup, il y a beaucoup de trucs un peu sales. Moi, le premier, effectivement, je commence tout couper. Moi, le premier, quand je regarde un truc et que je vois, vous allez gagner machin, tant d'euros avec une page de vente avec des couleurs qui flashent, ça me fait peur et j'ai l'impression que c'est de l'arnaque. Donc, effectivement, c'est lié à cet amateurisme. T'as raison. Mais du coup, effectivement, et les gens malheureusement font des conclusions trop rapides, mais t'as ça sur tellement de sujets, donc ouais, et je trouve que pour des gens qui sont, tu vois, un peu éthiques, qui ont envie de faire les choses bien, justement, c'est encore une opportunité parce que il y a un marché, et deux, du coup, c'est l'occasion de carrément sortir du lot par rapport à tous les trucs un peu sales et médiocres que tu peux trouver fait un peu à l'arrache, quoi. Exactement. Et c'est d'ailleurs le combat de Romain Collignon, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est chez WeWork aussi, qui lui, sa mission, c'est de professionnaliser justement l'infoprenariat français. Donc il aide les infopreneurs à se professionnaliser parce qu'il est convaincu qu'il y a des milliers de personnes avec des talents immenses qui peuvent apprendre plein de choses aux autres et transmettre un maximum de valeur et qu'il faut professionnaliser tout ça, et je suis entièrement d'accord avec lui. Donc ouais, il y a complètement une opportunité énorme, notamment en France où l'infoprenariat est encore à son balbutiement, je pense, par rapport aux États-Unis, par exemple. Non, c'est clair, je te rejoins complètement. Ça fait maintenant, allez, ça fait quoi? Ça fait presque 3 ans maintenant que t'es indépendant et que t'as quitté Danone? Ouais, exactement. J'ai quitté en août 2016. Et t'as fêté 3 ans et demi. Et t'as fêté en 2019 la barre des 100K, qui est une petite barre symbolique quand même quand t'es indépendant. Déjà ouais, tu veux dire de 100K de chiffre d'affaires? Je crois que tu parlais de YouTube. Non, pas encore sur YouTube. Pas encore. De 100K de chiffre d'affaires. Déjà, félicitations pour ça. Merci. Et tu vois, tu vois, très tôt, j'ai l'impression que tu as rapidement pensé diversification de tes revenus, notamment avec tes premières formations sur Udemy, avec ce que tu peux faire aujourd'hui avec l'agence et les différents projets. Est-ce que tu n'as pas eu peur de te perdre, tu vois, en ayant plein de lignes différentes, plein de projets différents qui te prennent de l'énergie, et du coup de pas suffisamment pousser un sujet plus qu'un autre? Alors non. En fait, je me suis très vite rendu compte, si tu veux, que la production vidéo, c'était compliqué d'en vivre, tu vois. Juste faire du freelancing en vidéo, en fait, sauf prendre des bureaux et recruter 100 personnes. Comme c'est du service, le seul moyen de scaler le service,
c'est d'avoir des gens, des ressources humaines, quoi. Et donc du coup, faire 100K en prod, juste 100 000 euros de chiffre d'affaires en production, tu travailles comme un chien toute l'année, quoi, vraiment. Et donc très vite, je me suis dit, quand j'ai découvert qu'avec YouTube, tu pouvais faire de l'affiliation, tu pouvais vendre des produits, j'ai vu qu'il y avait forcément une source de revenus intéressante de ce côté-là, et qu'en même temps c'était hyper vertueux puisque ça m'apportait aussi des choses différentes. Donc à aucun moment je me suis dit je me prive de quelque chose pour autre chose, mais j'ai plus vu ça comme un tout. Et aujourd'hui, voilà, je vois vraiment ça comme un système complet où si tu veux, j'ai YouTube qui me permet d'obtenir des clients à la fois pour la prod, mais à la fois des clients pour mon école. J'ai mon école ensuite où je forme des gens. Ensuite, ces gens-là peuvent justement être des forces de travail pour mes clients, tu vois. Donc en fait, c'est un peu des vases concomitants et tout ce système fonctionne de façon assez fluide, quoi. Ouais, tu connectes les points. Et d'ailleurs, comment est-ce que tu vois, sur 2019, c'est quoi un peu la répartition, grosso modo, de toutes ces sources de revenus, tu vois, sur 100K, comment est-ce que tu découpes un peu le gâteau par rapport à tous les projets que tu as ? C'est la moitié production et le reste moitié qui est lié à YouTube, donc notamment l'affiliation, puisque moi je fais pas de vidéos sponsorisées. Ok. Voilà, donc non, on va dire la moitié prod, moitié de prod, 25% Udemy, mes 2 formations, parce que j'avais une formation sur le montage et une formation sur les luttes qui sont toujours disponibles, et 25% des liens d'affiliation. Et donc là, c'est quoi ? C'est d'autres youtubeurs, influenceurs, créateurs ? Non, moi je fais de l'affiliation uniquement pour des produits dont je me sers et que j'aime. Donc notamment pour des affiliations avec Amazon, avec des sites par exemple où on peut trouver de la musique pour ces vidéos comme Epidemic Sound, voilà, des services de vidéo en fait. Ok. Et toi par contre, t'as pas mis de programme d'affiliation en place pour tes formations, que ce soit celle sur Udemy ou sur l'école Grain ? Alors Udemy ne propose pas d'affiliation. D'accord. Il me semble, en tout cas pas à l'époque. Et pour l'école Grain, je vais mettre ça en place dans quelques mois. Là. Ok. Parce qu'en fait, là, pour l'instant, l'école est fermée. Mais après, je compte mettre en place un système où l'école sera toujours ouverte. Et donc là, il y aura en fait il y aura un système d'affiliation où des amis à moi ou des gens qui ont suivi l'école et qui aiment ça pourront recommander l'école à d'autres gens et prendre une commission dessus. Ouais. Mais justement, tu vois, l'école, tu as ces 2 formations-là sur Udemy qui se vendent et que tu pousses régulièrement. À quel moment tu commences à te dire, déjà à sortir de Udemy en ayant un peu, même si aujourd'hui je crois que tu es sur Podium et tu as ta propre plateforme, à quel moment tu te dis, j'en fais une formation un peu plus ambitieuse parce que qui couvre un plus gros sujet et tu vois, tu aurais pu continuer d'avoir un catalogue de petits produits entre guillemets. Là, tu es sur un projet un peu plus ambitieux. Comment est-ce que tu arbitres ça et tu te dis, je fais un gros projet bien ambitieux qu'est l'école Grain ? Tout simplement parce que, pour plusieurs raisons, effectivement, j'aurais pu continuer à faire plusieurs petites formations sur Udemy et en parallèle être sur YouTube et faire de l'influence, par exemple, sur YouTube et en même temps de la prod. Sauf que ma chaîne YouTube n'a pas non plus décollé de ouf, tu vois. Elle n'était pas à 500 000 abonnés ou quoi, donc c'est compliqué de faire de l'influence et d'être rémunéré correctement à ce niveau-là d'abonnés. Et en même temps, je voyais en fait ce que tu es en train de créer Parker Walbeck aux États-Unis, Full Time Filmmaker, qui a un programme d'accompagnement justement sur la vidéo, et je trouvais ça beaucoup plus intéressant et notamment plus intéressant au niveau des clients, tu vois, ça apportait plus de valeur à des clients d'avoir une école de vidéo où tu apprends tout de A à Z, où tout est hiérarchisé étape par étape, t'as pas à chercher à droite à gauche des informations, t'as tout qui est dedans, que d'avoir plein de petites formations. Donc je me suis dit, voilà, au lieu de faire plein de petites formations sur Udemy, crée une école de vidéo où tu vas apprendre non seulement à créer des vidéos, mais aussi à faire du business, parce que ça, pour l'instant, j'avais pas vraiment abordé sur YouTube jusqu'à peu. Et en fait, moi, je viens quand même d'une école de commerce et j'ai aucun problème avec la vente. Et au contraire, je trouve ça génial de réussir à vivre de sa passion et de vendre cher ses prestations. Bien sûr, en faisant du travail de qualité. Et je veux transmettre ça à mes élèves. Donc, je me suis dit que c'était beaucoup plus ambitieux, que ça me correspondait plus. Et là, je regrette pas du tout. Ça a été un succès, le lancement. Et je suis très heureux aujourd'hui de faire ça et d'être un peu pionnier en France sur ce modèle-là, en fait, d'école de vidéo en ligne, quoi. D'école en ligne. Et justement, c'est quoi tu vois, le format, les inspirations que tu as par rapport au format, c'est que de la vidéo, tu as des exos, tu organises des lives avec les étudiants. C'est quoi un petit peu, tu vois, l'envers du décor une fois que tu as mis le pied dans la formation ? Alors effectivement, le cœur en fait de l'école, si tu veux, c'est des vidéos. Donc c'est des tutoriels vidéo qui durent environ entre 5 et 15 minutes par vidéo. Et j'apprends tout ce qu'il faut savoir sur
le matériel, comment choisir son matériel vidéo, ses caméras, ses objectifs, ses stabilisateurs, les réglages aussi, comment utiliser son matériel, la prise de vue, donc la composition, les mouvements de caméra, le storytelling, le montage, donc là je partage mon écran et je montre exactement comment monter une vidéo de A à Z, l'étalonnage, c'est donner un style à ces vidéos avec des LUT qui sont des sortes de filtres, des presets, comme des presets Instagram pour des vidéos, et enfin business, donc comment transformer toutes ces compétences que tu as appris en activités rentables. Par exemple, comment créer une société, comment fixer ses prix, comment gérer la relation client, comment rendre heureux ses clients. Voilà, il y a plein de choses. Et donc ça, c'est le cœur de l'école, c'est vraiment ces vidéos. Donc là, c'est ce que je suis en train de construire, puisque l'école n'est pas terminée. En fait, j'ai fait un pré-lancement. On en parlera après si tu veux. Et effectivement, autour de ces vidéos, il y a d'autres bonus, on va dire, qui sont intéressants, comme par exemple une communauté privée. Donc il y a un groupe Facebook privé, où les gens peuvent me poser des questions directement, mais aussi échanger ensemble, networker. Sur ce groupe, je fais des lives réguliers. Donc le but, c'est de répondre aux questions des gens, mais aussi de construire et de finaliser le contenu avec eux. Puisque encore une fois, j'ai lancé avec une partie du contenu seulement. Et le but, c'est que l'école corresponde au mieux aux problématiques des gens. Donc je prends leur feedback et je leur demande de me dire ce qui va pas, ce qui est bien, etc., ce que je devrais faire. Il y a aussi des making-of de tournage. Donc là, je vais en tournage et en fait, on est sur le terrain avec moi. Donc on voit ce que je filme, exactement les mouvements de caméra que je fais, comment je dirige mes acteurs, etc. Et enfin, il y a des remises sur du matériel vidéo. Donc je suis en train de faire plein de deals avec des marques, comme par exemple Adobe pour les logiciels de montage vidéo, Canon où j'ai des réductions, où je propose des réductions. Le but, c'est que les gens qui rejoignent l'école, ils aient déjà l'école qui est remboursée, si tu veux, juste avec les remises sur le matériel et sur les logiciels. Et enfin, il y a des ressources à télécharger, des concours vidéo et un accès à vie. Voilà tout ce qu'il y a. C'est un package assez global. Mais pour répondre à ta question, le cœur, c'est vraiment les vidéos, qui sont d'ailleurs mises à jour et updatées à vie. Moi, j'ai pas décidé de faire un programme d'accompagnement en 3 mois, en 6 mois ou quoi. Ça commence, ça finit jamais. Donc les vidéos, si tu veux, évoluent en fonction de mon évolution, de l'évolution du monde de la vidéo. Je mets à jour les premières vidéos. Donc le but, c'est de faire la première école de vidéo française en ligne d'ici 3 ans, quoi. Mais justement, alors, tu vois, sur le lancement, tu as à la fois fait un pré-lancement, c'est-à-dire, pour celles et ceux qui voient pas ce que c'est globalement, tu n'as pas construit toute la formation, tu as les ramifications, tu as commencé à construire les premiers blocs, mais en gros, plutôt que de passer 6 mois à la créer dans ton coin et ensuite à la vendre, tu testes d'abord le marché en disant, OK, voilà l'angle de cette école-là, voilà les premiers modules, et ça te permet de tester le marché. Exactement. Sauf que j'ai quand même passé 6 mois à créer 25% de la formation. Bien sûr, enfin, oui. Parce qu'en gros, il y a, juste pour compléter ce que tu as dit pour les auditeurs, la méthode par exemple, de Stan que tu as reçue, c'est le lancement inversé. C'est-à-dire que tu crées rien du tout, juste un programme, tu crées un programme, tu dis voilà le programme de la formation, ça coûte tant, est-ce que vous êtes chaud? Si vous l'achetez, si vous êtes plus de 100 personnes à l'acheter, je la crée, s'il y a peu de personnes qui l'achètent, je vous rembourse. Donc ça, c'est une très bonne méthode, mais moi j'avais un peu peur de ce système-là, je me sentais pas à l'aise, tu vois, donc pareil, ça rejoint ce que j'ai dit, je vous conseille vraiment de faire une méthode avec laquelle vous vous sentez à l'aise. Et moi, ma méthode, c'est plus créer une petite partie, créer comme un prototype, donc j'ai créé quand même quelques vidéos, une quinzaine de vidéos, donc j'ai créé 25% de la formation pour que les gens voient en fait ce que c'est, et qu'ils soient pas au début sans rien. Mais si c'était à refaire, peut-être que je referais la méthode de Stan, je sais pas, mais voilà, ma strat, c'était de créer une petite partie en tout cas du contenu et de finaliser la formation avec eux. Et en plus de ça, effectivement, tu l'as fait en... Alors, c'est pas vraiment un système de batch, mais en tout cas, il y avait un début, il y avait une fin, et aujourd'hui, l'école est pas ouverte. Yes. À terme, tu vas organiser des lancements à des moments clés de l'année où elle sera ouverte totalement. C'est quoi un peu ton parti pris là-dessus? Alors, j'ai ouvert les portes, enfin, le lancement a eu lieu du 5 au 8 mars, et ensuite, je voulais vraiment pas prendre non plus trop de gens ou laisser ouvert la formation trop longtemps. Je voulais prendre un petit groupe de personnes et ensuite me mettre au travail et créer des vidéos. Donc j'avais pas forcément envie de travailler aussi sur le marketing sur le long terme ou quoi, donc c'est pour ça que j'ai fermé les portes. Ensuite, il y a eu le coronavirus et je me suis dit que c'était une super opportunité pour que les gens apprennent des choses et se mettent à la vidéo. Du coup, j'ai réouvert les portes pour reprendre un peu plus de personnes. Donc là, aujourd'hui, on est 250 personnes dans l'école. Ah oui, quand même. Et ouais. Et le but, c'est pendant les 3 prochains mois, mettre un maximum de contenu, rendre les gens heureux. Je veux vraiment qu'ils apprennent des choses et tu veux finaliser l'école, enfin pas finaliser, mais dans 3 mois, ça sera quand même bien abouti. On sera peut-être à 60% de contenu, mais que les vidéos leur plaisent à fond. Et ensuite, dans 3 mois, le but, c'est de laisser toujours ouvert et mettre en place un système de webinaire automatisé avec de la publicité sur Facebook, YouTube et Instagram. Voilà, et ensuite de laisser toujours ouvert, on appelle ça evergreen dans le milieu de l'infoprenariat. Ok.
Et d'ailleurs, parce que je m'étais inscrit à la boucle d'email que tu envoyais, je voyais que tu avais préparé il y avait certaines vidéos exclusives sur lesquelles aujourd'hui elles sont privées. Est-ce que c'est des vidéos en fait dans ta séquence de lancement, tu montrais carrément des vidéos et tu partageais des vidéos de la formation? Est-ce que tu avais créé du contenu exclusif pour ce lancement-là? Comment est-ce que ça s'est passé un peu pour que tu utilises tout ça? Alors en fait, j'ai utilisé une méthode, je me suis inspiré d'une méthode américaine qui est la méthode de Jeff Walker, qui est un peu un des papes du lancement orchestré justement. J'ai fait un lancement orchestré. Donc le principe, c'est d'envoyer, en fait, d'avoir un pré-lancement, un lancement et un post-lancement. Donc ce dont tu parles, c'était le pré-lancement. Donc avant de lancer en fait l'école, j'ai envoyé effectivement des extraits gratuits de l'école et certaines vidéos que j'ai créées spécialement aussi pour ce lancement, pour justement donner envie aux gens et leur montrer un peu ce que ça pourrait être à l'intérieur, puisque c'est quand même agréable quand tu es consommateur de d'abord voir un peu à quoi ressemblent les vidéos avant d'acheter. Donc voilà, et ensuite le lancement, je l'ai fait sous forme de webinaire live, donc c'est juste une sorte de vidéo, mais en live, donc les gens peuvent poser leurs questions. Et là, j'ai si tu veux, donné un espèce d'extrait gratuit de la formation, en racontant déjà toute mon histoire, donc un peu ce que je t'ai raconté pendant le podcast là, et aussi en donnant des infos sur la vidéo, donc un maximum de contenu, et ensuite derrière en proposant l'offre de la formation. Et aujourd'hui, tu disais 250 personnes, ça représente un lancement à combien? La formation, tu la vendais en tarif pré-vente à combien? Alors la formation, elle coûte aujourd'hui elle coûte 1297 €. Ok. Mais comme justement il y avait seulement une partie du contenu qui a été créé et que les prochaines vidéos allaient arriver, arrivent toujours hein, dans les semaines et les mois qui viennent, j'ai fait une promo à 50%. Donc elle était à 647 €. D'accord. Toute taxe comprise. Ok, donc effectivement, beau lancement pour ce premier batch, ouais. Ouais, exactement. Donc très beau lancement à plus de 100 000 €, avec le deuxième lancement un peu plus de 150 000 €. Bah, trop cool, félicitations là-dessus. Ouais, merci, c'est cool. Bah, ça m'a permis du coup de prendre mes bureaux, tu vois, et d'agrandir et de recruter quelqu'un. Et voilà, j'ai réinvesti tout dans le business parce que j'ai vraiment une grande ambition pour cette école-là et j'ai envie d'aider un maximum les gens. Donc là, on produit des vidéos de meilleure qualité. Voilà, je m'entoure aussi parce que je faisais tout seul jusqu'à maintenant et c'était très compliqué. Et du coup, maintenant, je suis ravi de pouvoir créer aussi une équipe, une famille au service des valeurs de grain. Et bah justement, transition parfaite pour la dernière section avant de passer aux dernières questions. L'équipe et comment est-ce que tu t'es entouré? Du coup, à quel moment tu songes à t'entourer? Parce que tu travaillais déjà avec d'autres personnes avant l'école Grain de mémoire. Je crois avec 1 ou 2 stagiaires. Je me demande si tu n'avais pas... Ouais, j'ai fait plusieurs expériences de stagiaires. Donc, en fait, si tu veux, c'est très récent tout ça. Moi, je fais tout seul depuis longtemps. Donc, j'écris mes vidéos, je les monte, je les tourne tout seul. Au début, j'avais peur de recruter. Tu vois, quand même. Donc ça encore, j'ai plein de choses je pense à vous transmettre là-dessus. J'avais peur de recruter et je me suis dit, je vais prendre un stagiaire. Donc j'ai pris d'abord un stagiaire de 1 mois. Après j'ai repris un autre stagiaire de 1 mois. Donc j'ai perdu pas mal de temps parce qu'il faut former la personne. Mais après, ensuite elle s'en va. Et j'ai appris aussi à faire une offre de recrutement. Donc j'ai demandé à mon ami Romain Collignon qui m'a transmis des super process sur comment recruter quelqu'un. Et au bout des 2 stagiaires, je me suis dit, c'est cool, j'aime bien transmettre avec elle. Je pense que je peux travailler avec quelqu'un. Et j'ai recruté pas un stagiaire, mais un freelance en fait. Un freelance à quasi temps plein. À la fois qui bosse sur des projets de production avec moi, mais aussi sur les vidéos de l'école. Et j'ai fait une annonce sur YouTube. Donc j'ai fait une vidéo YouTube pour recruter un stagiaire. J'ai eu plus de 200 candidatures et j'ai choisi François, qui m'a rejoint il y a maintenant 3 mois et qui a travaillé sur le lancement justement de l'école et qui maintenant travaille sur les vidéos. Et qui est du coup freelance et qui t'accompagne quasiment à temps plein. Exactement, qui est freelance, cadreur-monteur et qui m'accompagne pas à temps plein, mais effectivement, quasiment. Moi, c'est très important pour moi de lui laisser de la liberté, parce que j'ai envie que les gens qui travaillent avec moi aient leur propre projet et qui puissent servir aussi du réseau de l'école et de mon réseau pour essayer de grandir et faire ce qu'ils veulent. Donc je voulais pas enfermer quelqu'un en CDI ou quoi qui bosse qu'avec moi à temps plein, surtout pas. Donc là c'est top parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail en ce moment à cause du coronavirus, donc il bosse quasiment à temps plein pour moi. Mais le but c'est que aussi il puisse travailler sur des prods grains et sur ses prods à lui aussi pour vraiment aller où est-ce qu'il veut dans la vidéo quoi. Et tu me disais là que Romain t'avait un peu aidé aussi à structurer tes process. Est-ce que t'as 2-3... tu vois, moi, c'est les questions que je me pose prochainement de faire monter des gens à bord. Et j'ai comme toi la peur à la fois d'y passer peut-être trop de temps, de pas savoir, de pas trouver la bonne personne qui fit bien avec le projet et puis avec moi, avec mon organisation. Ouais. Comment est-ce que t'as géré cette partie recrutement, un peu process? Est-ce que t'as 2-3 trucs à nous partager là-dessus? Ouais, bien sûr. En fait, je suis parti
d'un système de Romain, justement, qui a un système assez connu de recrutement qui s'appelle les 4 R. Donc je sais pas si tu connais, mais en gros c'est le rôle de la personne, les responsabilités de la personne, les résultats attendus, et enfin les prérequis. Voilà, donc c'est 4 R en anglais, mais en gros c'est une fiche de poste très précise où le but c'est de bien expliquer le rôle de la personne. Ensuite, les différentes responsabilités. Les résultats, c'est aussi important. Les résultats dans les 30 jours, au bout de 3 mois, pour qu'il y ait vraiment que ce soit cadré un maximum. Et ensuite, les prérequis. Donc voilà, et donc j'ai fait une fiche de poste très détaillée comme ça, qui faisait 4 pages PDF. Et ensuite, les gens ont postulé, donc ils avaient vraiment tous les éléments pour postuler. Je les ai laissés libres dans le fait de postuler. Je leur ai dit juste... candidate en m'envoyant un mail, en m'envoyant les 3 meilleures vidéos que tu as réalisées ou montées, et en me montrant par le moyen que tu veux que tu es la bonne personne. Donc j'ai eu plein de candidatures différentes. Et ensuite, j'ai passé du temps en Zoom. J'ai d'abord fait un Zoom, donc un entretien visioconférence, parce que j'étais à Bali à ce moment-là, pour rencontrer les gens. Et ensuite, j'ai affiné comme ça, et après, j'ai fait quelques entretiens en vrai. Donc si tu veux, j'ai utilisé les 4 R, et je crois que j'ai aussi utilisé une méthode de Stan Leloup, qui a fait un podcast sur le recrutement, que je vous conseille. Bon, alors Stan, il est très analytique, donc un peu trop analytique pour moi. Donc encore une fois, il faut prendre les outils que vous voyez, mais parfois c'est bien aussi de les changer un peu par rapport à votre personnalité. Et moi, je suis moins analytique que Stan, donc j'ai pris quand même ces grandes étapes, ça m'a beaucoup aidé. Donc je sais plus exactement ce que j'ai fait, il faudra le retrouver, mais voilà. En tout cas, je suis parti des 4 R, j'ai fait un entonnoir, et maintenant, ce que je fais aussi régulièrement avec François, c'est des 1 à 1. Donc ça, j'ai appris ça dans le podcast Le Gratin de Pauline Léniaud. Je sais pas si tu connais ce podcast, podcast que j'aime beaucoup sur l'entrepreneuriat. Et elle a récemment interviewé Cédric Wattin, qui est quelqu'un qui a créé un outil qui s'appelle Outils du Manager, un site qui s'appelle Outils du Manager, que je vous recommande. Tu pourras le mettre en description de l'épisode si tu veux. Et lui, il a un super outil qui s'appelle le 1 à 1. En fait, le principe, c'est de faire un entretien avec ton employé ou avec ton freelance toutes les semaines, d'une demi-heure ou de 20 minutes. Pour discuter, dire comment ça se passe, le travail, la vie, etc. Et ça, c'est hyper clé. Et je commence tout juste à faire du management, parce que j'en ai jamais fait, mais je me suis rendu compte, là, tu vois, ça fait 1 mois qu'on bosse ensemble, on a mis en place ça, et déjà, c'est important, parce que dans le feu du quotidien, tu dis pas forcément les choses qui vont pas, t'es dans l'action, et le fait de se poser et de pouvoir discuter, c'est hyper important. Donc, réponse un peu globale, mais pour revenir, pour conclure sur ta question, c'est vraiment les 4 R, donc les rôles, les responsabilités, les résultats et le prérequis, et ensuite écouter le podcast de Stan pour vraiment essayer de bien faire son recrutement, parce que c'est ultra important le recrutement, vraiment c'est clé. Et d'ailleurs, tu fonctionnes en roadmap avec lui. Vous avez, je sais pas, toutes les semaines, vous faites un point sur ce qu'il faut dérouler dans la semaine. Est-ce que je sais que il y a un moment où tu parlais de plan 90 jours. Alors j'en ai déjà parlé dans le podcast. Ouais. Mais est-ce que tu le fais aussi avec lui Non, plan 90 jours, c'est pour moi. Mais pour lui, c'est assez simple. Sa mission, c'est vraiment de monter les vidéos de l'école. Donc moi, je scripte les vidéos, parce que j'écris toutes mes vidéos. C'est moi qui les écris. Peut-être que plus tard, je pourrais déléguer ça aussi, mais ça va être un peu difficile, je pense. Et ensuite, lui, il monte les vidéos. Donc en fait, c'est assez simple. On fait des allers-retours sur un logiciel qui s'appelle Frame, où moi, je lui donne des indications et lui, il monte et on se met côte à côte, on parle. Donc il n'y a pas vraiment de roadmap à faire. Le but, c'est qu'il devienne vraiment un second Louis, qu'il arrive à avoir mon cerveau, ma manière de penser. Donc ça prend du temps en formation, mais c'est clé, quoi. Et déjà, tu vois, si tu veux, peut-être ça va te servir à toi ou à des gens qui nous écoutent, mais je me disais, c'est impossible de déléguer parce que moi, j'ai une méthode très spécifique. Tu vois, je suis très instinctif dans le montage et tout. Et au final, déjà, au bout d'1 semaine et demie, là, j'ai avancé de dingue et il a appris plein de choses. Et en fait, juste franchissez le cap. Dans quelques mois, je me dirais, mais comment j'ai pu rester seul si longtemps? Vraiment, arrêtez de tout faire tout seul, quoi. Il y a des gens qui sont là pour vous aider. Après, ça prend du temps. C'est sûr, mais après vous allez perdre du temps au début, mais après vous allez en gagner plein et vous allez pouvoir vous consacrer à d'autres choses, quoi, qui sont peut-être plus intéressantes que faire du montage vidéo jour et nuit, quoi. Carrément. Bah écoute, je te dirai si j'ai franchi le pas. Je te propose de passer aux dernières questions. Yes. Ma première question, c'est un petit peu toi tes ambitions là pour 2020. Alors je comprends qu'il y a l'école Grain. Est-ce que ça va continuer de devenir ton focus? Est-ce que tu as d'autres projets en tête sur lesquels tu as envie de discuter? Yes, bien sûr. Alors moi, j'ai pris une trentaine de prods, je pense, en 2019, avec des clients. Donc ça, c'est fini.
puisque maintenant j'ai plus besoin de prendre de la prod, puisque j'ai une source de revenus qui vient d'ailleurs et qui est largement suffisante. Donc maintenant je prends peut-être 10 projets, 5-10 projets de prod par an, c'est le but, mais faire vraiment de la qualité, donc des prods que j'adore, des projets qui me font vibrer, comme des vidéos de voyage, comme des vidéos lifestyle, comme je t'ai dit, et travailler avec des gens avec qui j'ai envie de travailler. Donc ça c'est génial d'avoir le luxe de pouvoir faire ça. Et aussi de faire des making-of à chaque fois dans ces prods. Donc par exemple là je vais faire une vidéo pour mon coach sportif qui lance son programme en ligne. D'accord. Et justement, et donc je lui fais bénéficier un peu de mon expérience justement en programme en ligne pour l'aider un peu à construire sa vidéo, et on va en faire un making of, donc on me voit en train de filmer. Donc vraiment le but c'est de continuer à faire des prods, mais peu, au service de l'école, pour que vraiment on puisse filmer aussi tous les backstage de ces prods, et évidemment continuer à développer l'école grain pour qu'elle soit terminée d'ici la fin de l'année. Le but c'est de terminer l'école grain en 2020. Alors après, elle est évolutive, comme je t'ai dit, mais qu'il y ait toutes les sections, tous les modules soient terminés en 2020 pour que vraiment les gens puissent apprendre la vidéo et se transformer réellement et avoir tout le contenu disponible. Donc voilà, et comme je t'ai dit, après, à horizon 3, 4, 5 ans, c'est de créer vraiment un programme phare en France sur la vidéo, de travailler peut-être aussi avec les écoles de cinéma ou quoi, et puis ne pas arrêter les prods, parce que moi j'ai quand même commencé par là, donc j'adore créer des vidéos aussi, donc je veux continuer à en faire, même si aujourd'hui tu vois je suis pas sûr que ma zone de génie soit devenir le meilleur réalisateur du monde, tu vois. Ouais, c'est un truc quand on commence, on se dit je veux faire des films de cinéma, je veux être réalisateur ou quoi. Moi ce que je conseille aux gens, ça peut faire une bonne conclusion aussi, c'est juste de faire des projets, peu importe les projets, et puis ça va vous mener vers des pistes qui vont résonner en vous ou pas, tu vois. Moi j'ai fait de la vidéo, j'ai adoré créer des vidéos, passer des heures sur de la vidéo, mais aujourd'hui en fait je me suis rendu compte que je peux aussi transmettre des choses aux gens, que j'ai des capacités en pédagogie aussi, que peut-être que quand je transmets des idées tu vois, à mes élèves, ça les fait grandir, ça les inspire, donc peut-être qu'en fait je suis bon aussi pour aider les gens à se développer, à avoir de meilleurs résultats. Donc on a plein de ressources en nous qui sont cachées, et c'est en faisant des projets perso qu'on les découvre, et qui après ça nous mène vers le meilleur chemin, quoi. Donc, ouais, et c'est justement ça, cette zone de génie. Il y avait un bouquin, je crois que c'est Brain Audit, dont il parle de ça, d'essayer d'identifier la zone où à la fois on prend beaucoup de plaisir et pour lequel on a des meilleurs résultats, et de se concentrer uniquement sur ça et potentiellement déléguer aussi tout le reste. Exactement. Là-dessus. Exactement. Est-ce que tu as un livre ou une ressource ou un YouTuber ou bref, une inspiration que tu as eue récemment qui t'a marqué et que tu recommanderais? Ouais, j'ai plusieurs choses. Alors si on reste dans le thème un peu du business, je dirais un bouquin qui s'appelle The One Thing. Ouais. Je sais pas si tu connais, mais en gros c'est un bouquin qui résonne pas mal moi, parce qu'il parle du focus et du fait de faire une seule chose et de pas s'éparpiller. Alors je sais qu'il y a c'est encore une fois c'est des personnalités différentes, il y a des gens qui aiment beaucoup s'éparpiller, qui trouvent la richesse dans la diversité. Moi je sais que j'ai toujours fait une seule chose. Bon alors j'ai la prod et la chaîne YouTube, mais tu vois la chaîne YouTube je me suis jamais arrêté, j'ai toujours fait ça, que ça. J'ai tout maximisé dans YouTube, tu vois, il y a des gens aussi qui ont Instagram, Facebook, Twitter, etc. Moi Instagram c'est un relais, mais je mets tout dans YouTube, et ça a marché, quoi. C'est en faisant toujours la même chose avec assiduité, en progressant, que en fait tu abats les dominos. Tu vois, il y a la théorie des dominos dans The One Thing où il dit que tu prends les choses étape par étape et tu renverses un domino qui à chaque fois renverse un domino plus grand. Et donc il faut prendre les choses étape par étape, faire des petites choses. Comme j'ai dit tout à l'heure, des petites choses qui t'apportent du bonheur, parce que c'est comme ça aussi que tu vas te sentir bien dans ta vie. Valider des petites tâches comme ça, et en fait à force de valider plein de petites tâches et d'avoir plein de feedback positif, mais c'est là que tu fais des grandes choses, tu vois. Et moi YouTube ça m'a poussé par rapport à ça, tu vois. Au début j'ai commencé, j'avais pas de vues, j'avais rien, mais j'ai persisté, je me suis dit je m'en fous, je suis nul face caméra, on dirait un débile, mais je continue. Et en fait je continue, et à force d'être nul, et ben tu deviens bon. Et un jour les gens te disent ah mais en fait c'est cool ce que tu fais, et en fait après les gens t'envoient des messages genre ah mais c'est trop cool mais continue, et en fait ça te donne des ailes, et après tu continues à faire du YouTube plein, et en fait ça fait une avalanche, c'est des dominos qui tombent, et après tu arrives à faire des grandes choses. Donc voilà, donc je recommande aux gens de prendre une seule chose à la fois, étape par étape, d'être assidu, d'être résilient, de pas s'arrêter, et normalement il n'y a pas de raison que ça marche pas. Je te conseille le bouquin Essentialism, qui est un peu dans le même... je trouve que les deux sont très liés. Alors c'est plutôt sur la partie minimaliste, essentialisme, etc. Mais il y a pas mal de choses intéressantes. J'ai écouté le résumé de ce livre sur Cooper. Ok. Ouais, très cool aussi, ouais. Je suis d'accord avec toi. T'as une chaîne YouTube ou une découverte d'un créateur que t'as récemment vu et que tu trouves cool? Ouais, bah je reviens sur le podcast dont je t'ai parlé, Le Gratin, qui est pour moi un super podcast. Qui a été créé par Pauline Léniaud. Pauline Léniaud, c'est la fondatrice d'une boîte de joaillerie qui s'appelle Gemio et qui interviewe des entrepreneurs. Et pour moi, c'est
C'est un des podcasts que je préfère en entrepreneuriat en France. Voilà, qui est un peu plus large que des contenus que peuvent faire par exemple Marketing Mania ou Antoine BM qui sont plus infopreneuriat. Là, c'est un peu plus large, c'est entrepreneuriat plus global, donc il y a plein de gens différents qui interviennent et ça m'inspire beaucoup. Ouais, elle a eu des très bons invités qui sont vraiment intéressants sur des bonnes conversations. Ouais. Dernière question, si tu avais un tableau géant visible par le monde entier, qu'est-ce que tu écrirais dessus ? Voilà, question difficile. Si j'avais un tableau géant, en fait j'ai envie de te dire passion, parce que je suis un passionné, comme tu l'as vu, moi je suis un passionné de vidéo à la base, mais je vais nuancer quand même ça, parce que en gros ce que je pense c'est que pour réussir, il faut être passionné, en tout cas il faut être habité par ce qu'on fait, parce qu'il y a beaucoup de travail, tu vois, dans l'entrepreneuriat. Moi je travaille, je te dis tous les jours, il n'y a quasiment pas de week-end. Donc faut être passionné quoi à la base et il faut que votre projet vous donne le feu quoi, ça c'est important. Ensuite il y aura forcément des hauts et des bas et cette passion après peut être moins passionnante, mais il faut rien lâcher. Et surtout je veux juste nuancer le truc aussi de passion, parce que c'est important d'être passionné, mais après il faut pas non plus attendre, je pense, d'avoir le projet qui vous fait vibrer, qui est forcément votre passion pour vous lancer. Je pense qu'en fait dans n'importe quel projet entrepreneurial on peut trouver de la passion. Genre par exemple, même si demain tu lances un truc, genre je sais pas, sur les câbles USB, une entreprise qui vend des câbles USB par exemple, et ben en fait il y a plein de petites choses, de petits cheminements, de rencontres, de mécanismes qui vont en fait te faire kiffer. Tu vois, moi au début ce qui me faisait kiffer c'était la vidéo. Créer des vidéos, et puis ensuite j'ai monté une boîte et j'ai commencé après à faire du business en ligne, et en fait je me suis dit mais c'est trop cool le marketing, mais en fait c'est trop cool ça, et en fait j'ai fait plein de petites choses et aujourd'hui je suis passionné non plus par la vidéo mais par tout le process en fait, et par l'entrepreneuriat et par le business et par plein de choses. Donc pour finir, juste faites des choses, lancez-vous, même si c'est pas ce qui vous fait vibrer à fond tout le temps, continuez et vous dispersez pas. Donc ça rejoint aussi avec The One Thing, c'est continuer dans la même direction et lancez pas plein de perches dans tous les sens. Et en fait, à force de continuer, ben il y a des hauts, il y a des bas, mais à chaque fois il y a des nouvelles choses qui arrivent, des nouveaux challenges qui sont passionnants. Tomber amoureux du process de création, voilà. Exactement. Où est-ce qu'on envoie les personnes qui veulent te contacter ou en savoir plus sur à la fois l'école Grain, ta chaîne YouTube ? Est-ce qu'il y a un endroit pour tout regrouper ? Ouais, alors le meilleur endroit, c'est d'aller. J'ai un site internet qui s'appelle grain.video, ou sinon sur ma chaîne YouTube ou sur mon compte Instagram. Donc Instagram c'est grain.video et sur YouTube Grain, et il y a tout en fait, tout est relié. Donc vous pouvez sur chaque vidéo vous pouvez tomber sur l'école, voilà, donc c'est assez simple. Mais si le hub, on va dire, que personne ne visite, c'est grain.video, le site internet. Écoute, je mettrai tous les liens en description du podcast. Merci beaucoup Louis pour cette discussion, j'ai appris plein de trucs. Merci à toi Alexis, c'était un plaisir. Et je vois que j'ai un vrai passionné avec moi, donc c'est super cool. Je te souhaite bon courage pour cette année 2020, plein de réussites, et puis je te dis à très vite. Salut Alexis. Salut. Si vous êtes encore là, déjà merci. J'espère que l'épisode vous a plu. Alors le meilleur moyen de soutenir Tribu Indé, c'est de noter le podcast sur votre plateforme préférée, Apple Podcasts, iTunes ou votre application Android. Parlez-en aussi autour de vous, c'est l'un des meilleurs moyens de faire connaître le podcast. Et encore une fois, 1000 merci pour vos retours et vos encouragements. Tribu Indé est définitivement la meilleure communauté d'indépendants. Et quant à nous, on se retrouve dans 15 jours. Salut!